Angélique, bonjour. Bonjour Jean-David. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors, c'est un double plaisir d'abord parce que tu inaugures cette série dont j'avais envie depuis très longtemps, qui est une série de dialogues marchands, entre entrepreneurs. Ensuite, parce qu'on se connaît depuis longtemps. On ne compte plus. On ne compte plus. Et on a eu beaucoup d'échanges. Et donc, je suis vraiment très heureux et ravi, honoré que tu aies accepté cette invitation pour nous rejoindre aujourd'hui. Eh bien, je suis très touchée également d'être aujourd'hui à tes côtés pour ce premier épisode. Un grand merci. Je t'en prie. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça en 3 parties, à peu près 15 minutes sur une première partie hier. L'enfant, la jeune fille, comment tu es arrivé dans le commerce, dans l'économie marchande, est-ce que c'était ton destin, est-ce que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs, quelles étaient les personnes qui t'ont inspiré. Évidemment, tu es très connu pour ta très grande contribution au développement de Iliad Free, mais comme je connais d'autres facettes, l'idée c'est de découvrir la personne, les entreprises que tu as créées, les entreprises dans lesquelles tu as investi. Donc aujourd'hui, ta vision sur le monde du commerce, sur la société dans laquelle on vit d'un point de vue marchand. Et puis on terminera par un peu de projective, un peu de prospective sur demain. Et puis l'idée c'est d'avoir une discussion informelle, dense, riche, authentique, transparente. Et donc ma première question, Angélique, es-tu tombée dans la marmite du commerce quand tu étais une jeune fille ? Alors, moi, bébé, même, j'ai envie de te dire. C'est vrai ? Non. Non. Absolument pas. Je suis issue d'un milieu modeste avec des parents qui... mes parents, cousins, tantes, oncles, tout ce que tu veux, personne n'était dans le commerce. Aucun. Pas de Donc, profession libérale ? Non, donc pas de source d'inspiration, un milieu modeste, mon père était ouvrier, ma mère a été assistante maternelle, donc je dis souvent qu'elle a élevé 43 enfants à la maison à nos côtés. Ce qui veut dire que tu as une grande famille. Ce qui veut dire que j'ai une grande famille et que j'ai été habituée très jeune en fait à être au contact de tierces personnes. Des gens qui vivaient finalement une partie de la journée avec nous et qui ensuite quittaient la maison, mais qu'on retrouvait le lendemain. Donc voilà, il y a toujours eu beaucoup d'animation. Parce que c'était la garde en journée, ouais. En journée, ouais. Au domicile, à ton domicile ? Absolument. Maman était assistante maternelle et pour pouvoir nous élever tous les 3, ces 3 enfants, eh bien, elle a gardé des enfants. Il fallait également qu'elle puisse contribuer financièrement au foyer puisque mon père n'avait pas un gros salaire. Et donc voilà, donc j'avais le contact des parents qui venaient le soir chercher les enfants, ses enfants, maman. Donc tu as grandi aux côtés d'une community manager en fait. Plus ou moins, mais je pense que tu vois, on dit souvent que les mères de famille sont des chefs d'entreprise, de petites PME. Et effectivement, je crois que c'est vrai. En tous les cas, c'est l'exemple parce que ma mère avait une organisation redoutable. Il y avait vraiment pas un détail, tu vois, qui n'était pas traité, vu. Et donc, je pense que c'est vrai. Effectivement, on a cette grande qualité, nous, les mères de famille. Oui, j'en doute pas. Et tu as toi-même 3 enfants. Et j'ai moi-même 3 enfants, absolument. Capucine, Gabin et Achille. Qui ont quel âge ? Capucine a 11 ans, Gabin 10 ans et Achille 8 ans. Donc, j'en ai fait 3 en 3 ans et demi. J'aime bien le dire parce que c'était en plein lancement du 4e opérateur mobile. Et donc, c'était une période assez fascinante. Je me souviens parce que on échangeait à l'époque et c'est vrai que tu les as fait de manière très rapprochée à un moment où l'agenda était extrêmement chargé. Et c'était merveilleux. Oui. Mais c'est là où on découvre qu'on peut toujours faire plus que ce que l'on croit pouvoir faire finalement. Hein. Totalement. Il y a une phrase qui dit que rien ne résiste à la volonté et je pense que là, tu as vécu un épisode où ça s'est matérialisé. Oui. Et puis, voilà, après, toutes les grossesses ne se passent pas super bien et j'ai eu cette chance. C'était juste un bonheur. J'avais l'impression d'être dopée par les hormones. J'ai jamais autant bossé qu'enceinte. Je suis partie du bureau pour aller accoucher pour chacun de mes 3 enfants. Je suis sortie de la maternité, je travaillais, j'ai allaité mes enfants. Enfin, rien n'était impossible, donc c'était merveilleux. Mais pour revenir à ton point sur effectivement la famille et comment les sources d'inspiration, moi, curieusement, j'avais envie d'être militaire. Alors ça, tu vois, est-ce qu'il y a une tradition dans la famille ? J'avais un cousin. J'avais un cousin qui faisait une carrière militaire, je trouvais ça fascinant. Armée de terre, de l'air, de mer ? Armée de terre. Et donc, j'ai toujours voulu m'engager dans l'armée de terre. Encore aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est très présent. Parce que j'ai un engagement citoyen très fort. Mais il y a une réserve citoyenne, d'ailleurs. Mais il y a une réserve citoyenne. J'aimerais surtout faire l'école de guerre. Et donc, pour tout l'aspect stratégie sur lequel on peut travailler, je trouve ça absolument fascinant et important. L'État ne peut pas tout faire. Et je pense qu'on doit pouvoir, effectivement, d'une certaine façon, contribuer au pays. Alors, j'y contribue, on y viendra de différentes façons. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Donc, je garde ça donc à 16 ans, si tu veux, j'ai voulu m'engager dans l'armée.
Mes parents m'ont dit no way. Voilà, j'étais pas poussée non plus à faire des études, sincèrement. C'est ça, parce que 16 ans, tu étais quoi? Tu étais en seconde? Ouais, j'étais en seconde. Et pour moi, c'était ça. On pouvait s'engager. Mais tu as fait des études longues? Non, j'ai pas fait des études longues parce que malheureusement, on a vécu un drame familial quand j'avais tout juste 18 ans. Et je suis devenue ce qu'on appelle soutien de famille, donc de ma mère et de mon jeune frère. Alors, soutien de famille, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on doit subvenir aux besoins, à la fois d'hébergement, faut remplir le frigo, faut payer les charges. Et donc, moi, je dis très souvent que j'ai pas eu de vie de jeune majeur parce que je cumulais 3 emplois en parallèle d'un DUT. Donc, j'ai évidemment choisi des filières courtes, rapides, peu chronophages en travail parce que j'avais tant à faire à côté pour pouvoir ramener de l'argent à la maison que j'avais pas le choix. Alors, c'est quelque chose qui nous a rapprochés instantanément puisque chacun de nous est orphelin d'un parent jeune et que chacun de nous s'est retrouvé en situation de soutien de famille. Et c'est vrai que c'est probablement une composante importante de notre complicité intellectuelle et j'ai toujours été très sensible à cet aspect de ton parcours parce que en fait, il n'y a pas eu d'épisode de jeune étudiant en fac avec l'insouciance et la légèreté qui est associée à ça. Et je sais que tu es rentré dans la vie active très tôt et que tu as assumé des responsabilités importantes très tôt. Et donc, ça a démarré où, en fait, ces premières responsabilités? En fait, c'est ça qui est absolument incroyable. La vie réserve toujours plein de surprises. C'est que dans la mesure où j'étais cette jeune femme capable de prendre des responsabilités très jeune, bien forcément, j'en ai prise très vite dans une société qui s'appelle Iliad et qui allait devenir ce beau groupe que l'on connaît aujourd'hui. Mais pas tout de suite, hein, parce qu'avant Iliad, tu as eu un petit épisode chez Orange, qui à l'époque était France Télécom, je crois. Ouais. Nous, on aime bien, effectivement, chez Iliad, parler de l'opérateur historique. Et donc, effectivement, j'ai passé 3 ans et demi au sein des équipes commerciales de France Télécom. Alors, j'ai une question pour toi, mais est-ce que déjà à l'époque, tu avais cette capacité à masquer tes émotions, à dominer parce que tu as beaucoup de tempérament et j'ai toujours été très surpris par cette capacité que tu as à rester très calme, très froid, très analytique. C'était déjà le cas à l'époque? Non, pas du tout. Et donc, tu l'as acquis. Est-ce qu'il y a un événement qui te reste particulièrement en mémoire? Oui, j'ai eu un déclic. Un baptême, quelque chose que tu peux partager? Non, je vais te partager parce que c'est la réalité. Donc, quand tu me poses la question, j'ai tout de suite ça à l'esprit. Non, j'étais quelqu'un de très réservé. Déjà petite, j'ai eu des cours d'orthophonie. Donc, on ne pourrait pas le dire aujourd'hui. Hein. Non. Il n'y a aucun stigmate. Hein. Non, on ne pourrait pas le penser. Et en fait, j'étais toujours présente avec tout le monde. J'écoutais, j'observais, mais je ne parlais pas. Et donc, forcément, quand il a fallu que je commence à formuler, parce que dans la vie, c'est quand même, au bout d'un moment, c'est bien d'écouter, mais faut quand même parler, on s'est rendu compte effectivement que j'avais des biais de langage. Donc, j'ai fait des séances d'orthophonie, premier point, donc petite enfance. Et puis, préadolescence, adolescence, vie de jeune majeur, d'une timidité redoutable. Mais redoutable. Et en arrivant dans la vie professionnelle, et notamment timidité chez Iliad, militaire, 16 ans, c'est... Ouais, mais même après, tu vois, 25, 28, 29, 30 ans. Et en fait, c'est un truc que j'ai soigné il y a peut-être entre 15 et 20 ans. Parce que ce déclic, j'avais un boss, il s'appelle Xavier Niel, et en fait, je voyais Xavier arriver, je rougissais. Et ça m'insupportait. Ça m'insupportait au possible. Je détestais ça. Lui, évidemment, ça le faisait marrer, donc il en jouait. Et plus il en jouait, plus je détestais la situation. Et donc, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai pas eu la chance d'être formée chez Iliad. Je me suis auto-formée toute ma vie. Ce qui est peut-être même la meilleure... Au moins, je le voulais. Entre être formé et avoir des déformations, l'arbitrage n'est pas forcément dans la formation académique. Hein. Oui, non, c'est vrai. Et je pense qu'en plus, c'est important de le vouloir, d'identifier ses propres besoins pour travailler sur soi. Et investir sur soi-même, payer ses études, etc., c'est ce que j'ai fait à partir de 27 ans. J'ai fait un mini MBA à l'INSEAD. Ça m'a coûté 40 000 euros. Que tu as financé seule. Que j'ai financé seule, effectivement. Et donc, si tu veux, en amont, j'ai lu beaucoup d'ouvrages en fait en management, en stratégie, sur les soft skills qu'on n'appelait pas comme ça. Et développement personnel aussi. Mais de développement personnel, de comment effectivement respirer, comment ne plus rougir, comment voilà. Alors comment on fait pour ne plus rougir? J'ai lu, mais c'est quoi la recette magique pour ne plus rougir? C'est souvent une question de mental, de posture. Tu travailles ton assurance. Oui.
enfin voilà, le fait de rougir parfois c'est joli Oui. parce que c'est des émotions et les émotions on sait que c'est beau même Oui. sur le lieu de travail. Mais parfois ça peut Et y compris desservir. y compris dans la relation client. Mais bien sûr, surtout dans la relation client, c'est très. On espère d'ailleurs que voilà, ces émotions sont visibles, perceptibles du client comme du client vers le collaborateur. Mais alors du coup, pour rebondir, c'est Xavier qui a été pour toi, je vais pas dire l'initiateur, mais la personne qui t'a ouvert au monde du commerce, au monde du business, à l'économie marchande. C'est vraiment en contact de ce qu'il faisait, parce que bon, je connais Xavier depuis assez longtemps, il a été mon client, c'est quelqu'un de hors norme, j'en ai pas croisé beaucoup comme lui. On peut même dire qu'il est très bon commerçant. Ouais, qu'il est excellent commerçant. J'ai eu des négociations avec lui qui étaient à la fois extrêmement pointues et très viriles. C'est quelqu'un qui est vraiment, en tant qu'entrepreneur et que commerçant, il est vraiment hors norme. J'ai pas d'autres éléments de vocabulaire. C'est lui comme ça qui t'a finalement montré la voie? J'avais, avant d'arriver chez Iliad, donc cette expérience chez l'opérateur historique, où je suis arrivée, j'étais la première ACO. C'est qui? C'était Michel Bon à l'époque? C'était Michel Bon, ouais. Ouais, après, on a eu Breton, de mémoire. Ouais. Non, il y a même eu peut-être un épisode avant, je me souviens plus. Non, Breton. Mais de toute façon, j'étais pas dans ces sphères-là, si tu veux. Moi, je travaillais rue d'Anjou, dans le 8e, et pas du tout avec les fonctions Déjà centrales. rue d'Anjou. Ouais, la vie dingue, hein. est assez curieuse. Oui, parce qu'effectivement, le siège du groupe Iliad est à 100 mètres de mon premier lieu de travail. C'est marrant. Ouais. C'est très drôle, la vie. Ouais. Donc, c'est un quartier que je connais bien. Où tu vis. Cause. Où tu as longtemps vécu. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, c'est amusant. Donc, ce qui m'a permis de voir des commerces ouvrir, fermer, etc. Mais voilà, j'avais cette première expérience. J'étais rentrée comme ACO, c'est-à-dire j'étais la première contractuelle, la première personne à venir du privé dans un univers de fonctionnaires. Donc, c'était assez intéressant parce que forcément, j'étais un peu la paria, la nouvelle génération qu'on voulait tuer alors qu'elle n'était encore pas totalement arrivée. Donc, et j'étais commerciale, B2B. Donc, j'étais en charge de vendre des PABX, des autocoms, donc ça veut dire des standards d'entreprise, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça rappelle pas mal de souvenirs. Ça rappelle de bons souvenirs. Incroyable. C'est une belle période, en tous les cas, pour nous qui l'avons Tu vendais quoi à vécu. l'époque? Du Matra, de l'Alcatel, On avait une offre assez diversifiée en fonction des besoins de l'entreprise, de sa taille. Et puis, j'ai rapidement, en fait, été identifiée parce que forcément, seule contractuelle, moi, je ne faisais pas les horaires classiques. J'avais la niaque, j'avais besoin de bosser, j'avais toujours ma mère et mon frère à cette époque. Donc, je faisais peut-être 2 à 3 fois plus que les autres et sans forcément en souffrir ou en pâtir, tu vois. Donc, on m'a vite identifiée et j'ai porté le lancement de Wanadoo Santé en France. Donc c'était tu vois, c'était passionnant. Donc, ça a été mon premier contact avec le commerce, avec à la fois le côté B2B des clients professionnels et puis Wanadoo Santé, d'être sur une cible très particulière de médecins, pour la plupart, qui n'étaient pas encore informatisés et qui n'est pas une cible la facile, télétransmission. Non, et la télétransmission, pour eux, c'était juste un truc dont ils ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient rien changer. On sait bien qu'on pourrait continuer tout ce qu'on fait très longtemps parce que parfois, la peur du changement fait que, voilà. Si je te dis Jean de Vévert, ça te rappelle quelqu'un? Oui, ça me dit quelque chose. Alors, Jean de Vévert est aujourd'hui vice-président chez Orange. Il s'occupe d'Orange Business Service. D'ailleurs, c'est un des grands intégrateurs de solutions de nos petits camarades de l'industrie. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a pas longtemps et il travaillait précisément sur des sujets de télétransmission pour le compte de France Télécom. Ils avaient mis au point les premiers systèmes qui permettaient de transmettre des courbes cytologiques pour faire des diagnostics à distance et c'est à peu près la même période. Et quand tu vois où on en est aujourd'hui avec l'IA, c'est impressionnant. C'est un grand écart et heureusement, tant mieux. Et on aura l'occasion d'aborder le sujet en fin de session parce qu'on va parler du futur et donc évidemment de l'impact de toutes ces technologies sur notre société et ce que ça peut donner en prospective. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que tu arrives chez France Télécom, tu es soutien de famille, tu as des responsabilités importantes, tu sors de ta coquille finalement parce que tu dois commencer à vendre, tu vas au-devant de personnalités qui sont pas forcément les plus accueillantes, qui sont même parfois très sceptiques. Je te parle en connaissance de cause, mon père est cardiologue, donc un médecin, c'est exigeant, ça a besoin de faits, de diagnostics, ça a besoin de certaines rigueurs intellectuelles. Et tu vends des solutions d'assez haute technologie quand même à l'époque. Absolument. C'est amusant, hein? Oui, c'est dingue. Alors, on va faire une petite expérience spatio-temporelle parce que tu as une longue partie de ta vie, un peu plus de 20 ans, qui
qui s'est écrite chez Iliad aux côtés de Xavier, où tu as construit toute la relation client de Free. Donc au début, ça a démarré dans un petit bureau le jour où tu as voulu démissionner, si j'ai bonne mémoire. Ouais, j'appelle ça même une cave. Une cave où ça sentait le fennec parce que les gars dormaient là-bas. Exactement, c'était une cave, mais qu'est-ce qu'elle était sympa cette cave. Et c'était le début d'une grande aventure humaine, entrepreneuriale et technologique. Oui, parce que ça c'est canon. Parce que ça s'est terminé avec plus de 7000 collaborateurs. Absolument, ouais, j'étais présidente de 9 filiales du groupe, 7000 collaborateurs en propre. En qualité de directrice de la relation client du groupe Iliad. Ouais. Donc là, on s'est beaucoup fréquenté professionnellement. Absolument. On est dans des industries qui sont connexes. Nous, on fait des plateformes pour gérer les interactions clients. Toi, tu opérais un des plus grands centres de relations clients en France. Tu as déjà beaucoup parlé de ça, donc on te connaît pour ça. Tu as incarné la relation client de Free avec le succès qu'on connaît. L'idée de ce podcast, c'est l'individu. Et donc la personne, l'entrepreneur, le marchand, plus que la grande responsable au sein d'une grande entreprise. Donc l'idée, c'est pas d'être ni réducteur, ni de vouloir mettre ça sous le couvercle, mais en quelques mots, si tu devais résumer comme ça ce parcours aussi long, tu dirais que tu es rentré comment, tu es sorti comment, et finalement, cette jeune personne que tu étais quand tu as rejoint Xavier, cette personne accomplie, qui a beaucoup plus d'expérience aujourd'hui, c'était qui, tu es devenu qui? Ça a été quoi l'impact sur ta personnalité? Alors peut-être le premier mot sur mon parcours, je dirais improbable, tu vois, parce qu'encore une fois, comme on se le disait là il y a quelques minutes, j'étais absolument pas destinée à faire une très grande carrière. Donc, improbable. Je dirais reconnaissante aussi d'avoir travaillé avec des gens, d'avoir eu une confiance totale parce que j'ai aussi suivi mon instinct dans tout ce que je faisais puisque je n'avais pas appris ce métier. Donc, beaucoup de reconnaissance. Et puis, qu'est-ce que ça a sur moi? C'est aussi beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation d'une certaine façon, parce que j'ai bossé H24. Hein, je dis souvent que voilà, c'est 10% de talent, 90% de travail, et chez moi, je pense que c'est bien le cas. Donc, j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore d'ailleurs beaucoup, parce que je pense qu'on ne se change pas. On pourrait même dire c'est 20% de talent et 100% de travail. Parce que on pourrait le dire comme ça je crois que tu as été plus à 120 qu'à 100. Oui, alors je sais pas si effectivement, je te laisse le dire et je te remercie. Non, mais je l'assume parfaitement parce que je te connais depuis très longtemps. J'ai eu des échanges avec toi à des tas d'époques, et quand tu dis que tu as quitté le bureau pour aller accoucher et puis tu as bossé quasiment le lendemain, c'est des choses que j'ai vues en direct. Donc, quand je dis que tu as été à 120 plutôt qu'à 100, je l'assume, oui. Voilà, mais j'apprécie de travailler, tu vois. Donc, j'ai eu assez peu de contraintes. Évidemment, on était dans des périodes où c'était absolument pas possible de lâcher la barre parce qu'il y avait les équipes. Mais en même temps, c'était pas une contrainte pour moi. J'ai toujours réussi à organiser ma vie, à tout gérer. Et donc, j'ai cette chance. Tout le monde n'a pas la même faculté. Donc, tu vois, je juge pas et je dis pas que toutes les femmes doivent prendre leur congé maternité. C'est hyper important. On va y venir. Donc, voilà. Donc, improbable, de la reconnaissance, de l'autonomie. Et finalement, ça t'a fait évoluer d'où à où? Tu dirais que si tu te regardes maintenant rétrospectivement, c'est quoi les grands changements que tu as vu s'opérer en toi au cours de cette longue période? Bien, d'une part, on l'évoquait, c'est cette assurance, cette posture que j'ai. Je pense que j'ai pas froid aux yeux non plus, c'est-à-dire que rien ne me fait peur. Tout est une opportunité encore maintenant de me prouver que c'est assez bizarre, cette exigence aussi personnelle que j'ai, mais que j'aime. Donc, je trouve ça fascinant de se challenger en permanence. Je suis marathonienne, donc tu vois, le mental, la ligne d'arrivée, c'est mon truc, quoi. Faut aller au bout. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis peut-être cette passion d'apprendre qu'on partage aussi. Hein. D'ailleurs, tu es beaucoup plus apprenant que moi. Non, je pense qu'on l'est tout autant. Non, pas du tout. Et donc, je trouve que ça, c'est hyper intéressant de continuer à apprendre. Voilà, soit d'un point de vue académique, soit ce que la vie nous apprend au quotidien presque. Donc, alors, je t'ai pas posé cette question sans raison, puisque je t'ai vu évoluer durant toutes ces années. Tu m'as vu bébé même. Ouais, presque, hein. Bébé, t'étais déjà bien affirmée. Hein. Je t'ai jamais connue hésitante, avec une difficulté d'élocution ou timide. Jamais. J'ai toujours vu en face de moi quelqu'un de très déterminé,
avec beaucoup de poigne, une grande expertise, une grande volonté. Donc, je dirais pas bébé. Mais puisque on arrive à la fin de cette première partie et qu'on va entamer la deuxième, qui est donc le présent, je t'ai vu évoluer de cette Wonder Woman. Alors j'ai pas envie de dire James Bond girl parce que ça fait cliché, parce que je sais même pas si aujourd'hui, avec l'évolution de la culture environnante, on accepterait encore ce label-là. Mais oui, cette intelligence très directe. Certaines capacités, une vraie capacité à masquer ses émotions, qui n'est pas de la froideur, mais qui est une autorité naturelle. Et donc, on a fait pas mal d'investissements ensemble. Je sais que tu as démarré pas mal de choses. Et donc, en fait, moi, je t'ai vu évoluer de cette Wonder Woman, working girl, extrêmement efficace, à une entrepreneuse, à quelqu'un qui est même une militante, parce que c'est un aspect de ta vie sur lequel tu t'es pas forcément beaucoup exprimé, mais je connais tes sujets d'attachement et on en partage pas mal d'ailleurs en commun. Et donc, c'est comme ça que je t'ai vu évoluer. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, quand on va parler maintenant du présent. Tu as créé des boîtes, tu as investi dans des boîtes, tu as créé des initiatives, je pense à la STEM Academy, mais pas que, parce que tu es également impliqué dans ta société, dans ta communauté également sur des sujets qui sont culturels et pas que culturels. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais une baguette magique là maintenant et que tu pouvais essayer d'écrire le contour des 20 prochaines années, qu'est-ce que tu mettrais comme étape ? Alors, pour qui ? Pour notre monde ? Pour moi ? Voilà, dans ces dimensions-là. Toi, notre monde, ce que tu vois. Et puis après, on approfondira un peu sur c'est quoi le commerce aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 20 ans quand on a démarré. Quels conseils on a envie de donner à nos enfants parce que finalement, c'est la nouvelle génération. Mais comme ça, de manière un peu, je sais pas, synthétique. Alors, c'est intéressant parce que la réponse que je vais te faire va sans doute nous amener au commerce. Moi, je suis une grande humaniste. Donc forcément, beaucoup de choses me touchent, parfois positivement et parfois négativement, et parfois je comprends pas à notre époque que certaines choses puissent encore arriver. Mon présent d'aujourd'hui, si je devais mettre un mot, c'est la transmission. Et donc, c'est aussi ce qu'on fait quand on accompagne des entreprises en qualité de business angel. On ne donne pas forcément seulement de notre argent, on donne de notre temps, de notre expertise, de nos convictions. Donc, je trouve que c'est essentiel. C'est ce que je fais aussi dans le cadre aujourd'hui de convictions qui se sont peut-être réveillées au fil des années, construites. Et de me dire qu'effectivement, c'est important de transmettre à la génération qui est la mienne, parce que parfois, sur certains sujets, on peut aller plus vite, sur d'autres moins, et donc on va chercher chez les autres ce qu'on n'a pas, et puis ce qu'on peut transmettre à la jeune génération. À tous les points de vue, ce qu'on va leur laisser et ce qu'on peut leur transmettre. Donc ça, c'est un point très important pour moi aujourd'hui. J'ai même l'impression qu'il est tellement important que c'est une des raisons essentielles qui a fait que tu as voulu tourner la page et que... Ah ben oui. J'adorais ce que je faisais, j'adorais mes équipes, j'avais des tonnes d'idées pour, je pense, les 3 à 5 prochaines années. J'ai toujours été assez créa en fait, mais oui, j'avais vraiment envie d'autre chose. On parle souvent de sens, ça peut devenir péjoratif, mais c'est un peu ça, c'est de se dire que c'est tellement une belle aventure, même si je continue encore, tu vois. Oui, puisque tu es restée conseillère spéciale de Xavier. Oui, en strat digital, donc je suis en proximité du groupe. Mais j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes. Et puis j'ai ce côté, moi j'étais très intrapreneur, parce que j'ai créé 9 filiales dans le groupe. Donc il y a ce côté intrapreneur et en parallèle... Mais on peut même enlever intra, parce qu'en vérité, tu es entrepreneur au sens premier du terme. Oui, et puis en parallèle du groupe Iliad, tu vois, j'ai créé une boîte seule en 2004. Et j'en ai créé 3 en parallèle de ce que je faisais, sans pour autant manquer à l'appel, voire même être toujours en anticipation. Juste, dis-nous quelques mots sur ces 4 aventures entrepreneuriales, succinctement. Sur les 3, la première, j'avais créé Memdis. Et donc, c'était très lié, en fait, aux télécoms. Et donc, c'était une analyse que j'avais faite. Et moi, j'ai toujours été très proche du terrain. Je trouve que c'est très important d'écouter. Donc, c'est peut-être ce petit truc de petite fille, tu vois, qui savait pas parler, j'ai peut-être gardé ça. Et donc, d'écouter. Et sur le marché des télécoms, au départ, on s'en souvient pas, mais quand on était en RTC, que les premières box sont arrivées sur le marché,
et qu'on est passé en RNIS, c'est-à-dire en numéris, qu'on avait 2 câbles de 64 kilobits. On est bien loin des débits connus aujourd'hui, et ce, grâce à Free, d'ailleurs, je me permets de le rappeler, qui est l'inventeur de la box et du triple play. Donc, les gens avaient des connexions numéris. Et en fait, il fallait mettre une prise gigogne, un filtre en T, sur l'ensemble des prises téléphoniques d'un logement pour optimiser le signal, même si on n'avait pas d'équipement raccordé derrière. Et donc, chaque opérateur fournissait un filtre. Et donc, forcément, à force d'écouter nos clients qui nous appelaient pour savoir où ils pouvaient en acheter, et on les aiguillait vers l'opérateur historique, ça piquait les yeux, chez Surcouf à l'époque, et le BHV. Et les filtres étaient vendus 12 €. Et j'avais dit à notre directeur général, Michael Boukobza et Xavier Niel, mais en fait, il faut créer une boutique en ligne, et il faut vendre ces filtres. Et Xavier m'avait dit, Angélique, c'est pas notre métier. Et donc, très naïvement et en même temps je me dis, si c'est pas votre métier, ça va devenir le mien. Et je me souviens qu'il s'était marré, et 3 mois après, la boîte était créée. Alors, j'ai une énorme lacune, c'est l'anglais. Et ça, j'ai du mal à le croire, c'est vrai. Mais je le confesse, je l'admets c'est un truc qu'il faut que je travaille. Et donc, c'était très drôle parce que je m'adressais à des Chinois qui me comprenaient très bien et que je comprenais très bien parce qu'ils ont à peu près le même anglais que moi. Et donc, j'ai fait venir effectivement par container des milliers de filtres que j'ai vendus à prix cassé. Je me souviens très très bien de ces filtres. Tu parles d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Parce qu'on a grandi. Et ils n'ont pas connu le Minitel qui était 5 ans avant. Ils n'ont pas connu le Telex. Et quand je parle du fax, il faut que je leur dise que c'était le Twitter de l'époque. Mais c'était une époque épique. J'en profite pour faire un clin d'œil à Michael, qu'on connaît bien tous les deux. Ah oui, big hug. Ouais, un big hug, et qui a beaucoup marqué l'histoire. Ah ouais, énormément. Beaucoup marqué l'histoire. Il nous a beaucoup manqué. Ouais. Mais ça, c'est tout le génie de Xavier aussi, d'avoir le courage de donner une chance à l'audace. On a vu ça d'ailleurs encore récemment dans une maison que tu accompagnes, puisque parmi tes nombreuses attributions et responsabilités, tu es également conseillère de la fondation, je crois, de la famille Mullier. Non, en fait, ça s'appelle personnalité qualifiée indépendante au sein du conseil de gérance de la famille Mullier. Voilà. Et donc là, on a vu que ils ont pris cette initiative de nommer à la tête de Leroy Merlin quelqu'un qui finalement a un parcours qui est pas si différent du tien. On a sans doute plein de points communs avec Agathe Monpeilly, qui a 28 ans, qui a effectivement été nommée DG de Leroy Merlin France. Et je lui souhaite plein de succès. On lui souhaite plein de succès. Qu'elle s'éclate. C'est un très beau parcours. Elle est au bon endroit, au bon moment. Et elle a effectivement... c'est quand même une fille qui a démarré comme chef de rayon, qui est partie ensuite en Espagne, qui a déjà pris des risques pour son jeune âge. Et je pense que Agathe fera parler d'elle. Mais en tout cas, tu illustres qu'il faut donner sa chance à l'audace, il faut faire confiance à la jeunesse, et que finalement, les diplômes ne font pas tout, loin de là, et que même parfois, ils peuvent faire contre. Je pense que la France a besoin de ça. On va en parler, puisque ça fait partie des valeurs que tu portes, y compris à la STEM Academy. Juste pour revenir d'un mot sur le business aujourd'hui, donc on a investi ensemble dans pas mal de boîtes. On avait fait d'ailleurs ensemble une émission qui était le pilote, les affranchis, qui était tu veux dire l'émission qu'on s'est fait piquer par M6 ? Je vais te le dire autrement. L'émission qu'on n'a pas réussi à vendre avant que le producteur actuel le vende à M6. Donc ils ont été meilleurs que nous sur ce sujet. Donc c'était l'adaptation de Shark Tank. On avait co-investi d'ailleurs sur Chouette. Ouais, mais on est toujours. Sauf si t'es sorti, que tu me l'as pas dit. Non. Toujours. Très belle aventure, Chouette. Une très très belle aventure. Je crois qu'on a peut-être 5 ou 6 boîtes dans lesquelles on est co-investisseur. Tu as créé un hôtel récemment. Oui, je suis en train de le créer. Ce qui est une aventure pas simple. Je crois même que tu passes actuellement ton temps également à faire office de chef de chantier. Donc, tu as toujours cette capacité à descendre très très bas dans l'exécution. En témoigne l'état de mes chaussures aujourd'hui qui sont pleines de poussière. J'en viens. Voilà, on a la caméra qui est au-dessus du plateau, donc on verra pas. Oui, je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Ils peuvent imaginer. Pourquoi un hôtel ? C'est une bonne question et j'ai toujours tendance à être assez franche, transparente. J'ai eu la chance de bien gagner ma vie. Comme toute personne qui gagne bien sa vie,
à un moment donné, il faut quand même essayer de chercher de défiscaliser ou en tout cas d'optimiser ses revenus, son patrimoine. Et donc, je me suis intéressée il y a déjà de ça assez longtemps aux monuments historiques qui permet des défiscalisations sur les travaux. C'est un peu le cas de la Halle Fraissinet, devenue la Station F, avec tu achètes le foncier et tu défiscalises une partie ou la totalité de tes travaux selon si le bien est 100% monument historique ou partiellement monument historique. Moi, j'ai un bien qui est partiellement monument historique aujourd'hui, que je transforme de mémoire, en la Halle hôtel. Fraissinet était 100% monument historique. Absolument, je crois. Oui. Oh, je ne serais pas surpris. Oui, c'est quand on a un talent dans un domaine, on en a généralement dans d'autres. C'est un très bon calcul et en même temps, quelle chance la France a, quelle chance Paris a d'avoir vu ça rayonne partout dans le monde. Se créer. C'est un rayonnement international absolument inouï. Et du reste, la fiscalité sert à ça, parce que c'est pas tellement de la défiscalisation, c'est plutôt diriger les flux vers des investissements productifs. Soit parce qu'on crée des emplois, soit parce que ça fait rayonner. C'est in fine créer de la valeur. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Donc j'aime pas trop le terme de défiscalisation parce qu'on a l'impression que c'est un espèce d'échappement à l'impôt. Pas du tout. C'est l'État dit. C'est un levier. Ou même l'État dit, avec mon épouse, on soutient un certain nombre de fondations et d'initiatives. Il y a évidemment des dégrèvements fiscaux qui sont importants, que ce soit des dons IFI ou des dons déductibles de l'IR. Et en fait, l'État dit, je te laisse choisir de l'affectation de l'impôt que tu dois me payer. Alors, c'est pas 100%, c'est 66, 75. Et donc, il y a une espèce de délégation consentie par l'État aux citoyens contribuables qui dit, mais tu peux choisir. Ne crois pas que je te prends tout et que je décide seul à ta place. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, même si on est un peu en retard. Les Américains sont beaucoup plus avancés, les Anglais le sont aussi. La France est en 3e position, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal, c'est bien. On peut toujours faire mieux. Et donc, tu as décidé de valoriser un bien qui était presque complètement un monument historique et d'en faire un hôtel. Oui, que personne ne connaît parce qu'il est fermé au public depuis un siècle, qu'il est rare. C'est un théâtre du Directoire, donc ce qu'on appelait un théâtre élisabétain à l'époque, qui a une très belle histoire puisque Napoléon Ier, qui est un roi puritain sur le tard, il fait fermer cet endroit en 1806. Pourquoi ? Parce que les théâtres dérivaient souvent vers des mœurs érotiques. C'est devenu un bordel. C'était licencieux. Et que donc Napoléon Ier, effectivement, a souhaité le fermer. Il y a eu 3 ans de fermeture administrative et le lieu a connu une forme de rédemption puisqu'il a rééclos en couvent des Filles du Calvaire. Ah, effectivement. Et il s'appelle le Boudoir des Muses. Et je trouve que c'est assez incroyable, si tu veux, en termes de storytelling, quand tu transformes un lieu et que tu n'as pas besoin de créer quoi que ce soit parce que l'histoire est déjà là. Donc un lupanar fermé par l'empereur Napoléon, converti par l'Église Absolument. En un couvent. C'est un couvent ? Oui, couvent des Filles du Calvaire. Et transformé par Angélique. C'est ça. En boudoir. En boudoir des muses, donc avec 3 muses que sont l'artiste, la comédienne, la prostituée et la religieuse. Donc dans un mélange, je dirais, raffiné, un peu Alors, quel quartier ? De collectionneurs sensuels dans une antre monacale. Le quartier, c'est le Marais, donc ça aussi, c'est extrêmement stratégique. Le cœur historique de Paris. C'est le cœur historique de Paris, j'ai cette chance. Et puis surtout, j'ai la chance aussi, ce bien revient un peu chez les Français parce que les 2 propriétaires précédents étaient étrangers. Donc, je trouve ça bien aussi que les monuments historiques restent en France, réellement en France, dans les mains de... Voilà. Donc, ça, c'est un petit truc que j'aime bien aussi. Alors, d'abord, meilleurs vœux de succès. Parce que ça, c'est vraiment une entreprise que tu portes des fonds baptismaux... La totale. Hein. Voilà, la totale. Du concept jusqu'à la création d'un peu plus de 30 emplois là, dans très peu de temps. Et une grosse opération financière, hein, parce que c'est pas des petits moyens, donc félicitations, tu as pris un... j'en suis pas sortie, hein, parce que ce matin j'étais avec le banquier, tu vois. Donc bonjour monsieur le banquier ou madame la banquière. C'est ça. Et ouverture et inauguration prévue pour quand ? Alors globalement, on est prêt à ouvrir fin juillet, donc c'est demain. Mais tout est compliqué aujourd'hui, même si on aime beaucoup la France, il faut quand même avouer que tout est complexe, que les délais d'instruction de nos administrations sont excessivement longs et que potentiellement, si effectivement le dossier n'est pas instruit avec bon sens,
eh bien, j'aurai une équipe au chômage technique entre fin juillet et sans doute octobre, voire au plus tard novembre. Écoute, évidemment, on ne te souhaite pas ça, mais même si ça devait arriver, tu le surmonterais. Et puis, de toute façon, ton projet sur le très long terme, et c'est pas quelques mois qui vont changer quelque chose à l'histoire que tu écris. Non, et puis on est entrepreneur, donc ce qui veut dire qu'on sait rebondir assez vite. Et donc, forcément, si je peux pas l'ouvrir en hôtel, je pense que mon sens du commerce va m'amener à faire du Airbnb, en attendant. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire et qu'on parle de la STEM Academy. Tu viens de dire, on est entrepreneur, donc j'enseigne l'entrepreneuriat à Dauphine en Master 2 264 depuis 5 ans. Et la première session que je fais aux futurs entrepreneurs, c'est que je leur prends 4 mots et je leur dis entrepreneur, je le décompose entrepreneur, donc littéralement au milieu des preneurs, revenu, hein, donc c'est un revenu, profit, il y a que le pro qui fait, et donc à la STEM Academy, dans laquelle tu milites, hein, parce que c'est vraiment une œuvre militante pour le développement de la présence des femmes dans les métiers de la tech. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, pour les motiver à rejoindre ces métiers? Alors, je suis sans doute une militante aux yeux de plein de personnes, mais paradoxalement, curieusement, j'aime pas trop le mot. Donc, quel mot? Moi, j'aime plutôt parler de l'ambition que je nourris pour les femmes, et pas que pour les femmes, parce qu'on a des programmes mixtes également à la STEM Academy. Déjà, la STEM Academy, c'est un statut ESS, économie sociale et solidaire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que l'ensemble des bénéfices sont forcément réinvestis dans des actions sociales et solidaires. Donc, c'est important, parce que c'est comme ça que la STEM Academy s'est créée. Pourquoi? Parce que 80% des emplois qui vont disparaître à horizon 2030 sont occupés par des femmes. Pourquoi ils vont disparaître? Parce qu'il y a de l'automatisation, parce qu'il y a de l'IA et que les femmes vont être les premières touchées par des suppressions d'emplois. Bien sûr, il y a la stat inverse qui dit qu'on ne connaît pas à horizon 20 ans 80% des emplois qui vont se créer. Mais en tous les cas, si on ne les accompagne pas, elles ne vont pas pouvoir effectivement saisir ces opportunités. Donc, l'idée majeure, c'est de permettre d'ores et déjà de former des demandeuses d'emploi et de permettre cette reconversion dans le numérique. Donc, on fait du no-code, low-code. Il manque à peu près 10 000 applis en France aujourd'hui, donc il y a un terrain de jeu assez vaste. Très vaste. Et le no-code est top parce que c'est beaucoup plus rapide d'exécution. Donc, tu délivres plus rapidement ce qu'on te demande avec du no-code qu'avec du code. On en fait beaucoup dans une des filiales groupe qui s'appelle Engage et on est totalement convaincus. Et ça cartonne. Les produits qui sont livrés sont généralement complètement en phase avec le besoin. Et ça ouvre un champ des possibles aussi qui est très important. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. Et puis, on propose exactement ces mêmes programmes. Ce sont des formations de 3 mois et qui peuvent parfois être plus longues dans les groupes pour éviter des PDV, des PSE et de se dire, OK, vous avez des besoins. Eh bien, on peut vous mettre en face des publics, des gens qui ont déjà la culture d'entreprise, qu'on est censé accompagner vers la retraite quand même. On a un rôle aussi à ce niveau-là. Tu vois, c'est pas que il faut que ce soit win-win dans la durée. Et moi, je prends très souvent l'exemple des caissières qui sont remplacées progressivement par des caisses automatiques. Ce sont souvent des femmes de 50 ans issues de la diversité. Et en fait, on les imagine pas forcément taper sur autre chose que sur un clavier de caisse. Et en fait, elles sont accompagnées, elles sont totalement capables de travailler sur un clavier d'ordinateur et de pouvoir créer ces applis dont on a besoin ou toute autre forme, tu vois, de programme. Ce que l'on fait d'autre à la STEM Academy, c'est il manque 3 à 4 millions de personnes au niveau mondial formées pour répondre aux besoins de cybersécurité. Il y a 100 000 postes ouverts aujourd'hui en France. Il y en a 200 000 au total sur le numérique. Et donc, c'est de former un public mixte dans les entreprises sur la cybersécurité. Et évidemment, il faut accompagner cette transition numérique vers les outils de demain, accompagner la transition environnementale. Ça ne passera que par la data. Et donc, on forme effectivement des data, des business analysts, des data analysts, des data scientists pour accompagner ces différentes transitions. Et on fait du soft skill. Alors, je suis très ému de tout ce que tu dis parce que c'est un peu la synthèse de ce qui est à l'origine de l'idée du podcast, que les entrepreneurs sont à l'origine des initiatives qui permettent de faire avancer nos sociétés. Comme tu l'as dit, l'État ne peut pas tout. Il ne faut pas oublier que l'État serait l'équivalent d'une association à but non lucratif. On élit des représentants, mais les entrepreneurs sont plutôt des guides et ça fait quand même une différence en termes d'impact au quotidien. Et donc, tu as créé une ESS.
Une ESS, ça veut dire que le profit est pas plus important que le purpose et que le purpose est également aussi important. Tu t'adresses à des populations qui sont finalement fragilisées, car elles peuvent être précarisées, et tu fais le pari que rien n'est immuable et que personne n'est destiné à rester dans une case toute sa vie, parce que finalement, lorsqu'on ouvre l'accès à la connaissance, à la formation, chacun peut rebondir. Et tu fais ça dans le domaine de la tech, et on partage cette analyse que la tech est le levier, le tremplin qui permet à tout à chacun de se projeter dans le futur. Voilà, donc là tu as fait une bonne synthèse de l'ADN du podcast Dialogue Marchand. Je voudrais rebondir sur 2 sujets avant de passer à demain et faire un peu de prospective. Donc on est tous les 2 parents, j'ai 4 enfants, mon aîné a 23 ans, ma petite dernière a 7 ans. Quel conseil tu donneras à tes enfants aujourd'hui, si tu les vois arriver peut-être dans 15 ans dans la vie active, et tu as envie de leur dire quoi? Mais j'aurais juste envie de leur dire d'être heureux. Donc la conquête du bonheur, l'apprivoisement du bonheur. Non, peut-être pas dans ces termes, mais d'aller chercher ce qui les rend heureux, de cheminer peut-être vers ce bonheur, parce que le bonheur, c'est parfois dur à gagner, c'est jamais un acquis, on le sait. C'est donc de cheminer. J'ai entendu une très jolie phrase qui disait que le bonheur n'est pas un état, c'est un mouvement. En fait, c'est un flow. C'est pas une situation dans laquelle on est statique. Et donc, en fait, tu as envie de leur dire quoi? D'aller vers eux-mêmes, de se réaliser, de se découvrir, de se faire confiance, d'aimer la vie, de l'apprécier, parce que c'est majeur aussi, je trouve. Pour réussir, il faut aimer la vie, il faut prendre conscience en fait de la chance que l'on a, et puis sans être, tu vois. Négative, parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez enthousiaste et positive. On sait que les 20 prochaines années vont quand même être bouleversées. Et donc, d'arriver effectivement à faire leur place. Tu vois, mon petit dernier, moi, ça me remplit de bonheur, ça. Pour le coup, il veut être apiculteur et fleuriste. Mais je trouve ça tellement mignon et je pense qu'on en aura besoin. Donc, c'est de suivre ça, c'est d'écouter leur petite voix. Et puis d'aller au bout, et puis on le sait, toi et moi, s'ils se trompent, s'ils échouent, de recommencer, de réapprendre. Donc une méthode plutôt qu'une destination. C'est de faire des choses qui sont cohérentes avec leur nature. Et c'est de l'encouragement maternel, tu vois. Évidemment, je pourrais rêver qu'un de mes enfants soit avocat, chirurgien, j'en sais rien, tu vois, mais... Enfin, c'est pas ce que je leur souhaite. Je ne souhaite pas qu'ils... Alors, je voudrais partager avec toi quelque chose qui me touche, parce que c'est mon enfant, c'est mon fils aîné, Nathan, qui a 23 ans, qui est autiste Asperger, donc il est neuroatypique. Tu l'as croisé, donc il a fait des études correctes, il a eu son bac avec mention, il a fait 3 années dans une école qui s'appelle Créapol, mais il est en situation d'échec parce que il est neuroatypique et finalement il n'avait pas les interactions sociales qui convenaient. Et il a démarré une activité qui s'appelle Alternatix. En fait, il a créé une société de consultants pour permettre aux entreprises de travailler avec des gens qui ont un regard différent. Canon. Voilà. Et il a bien raison. Voilà. Et là, je le vois s'épanouir. Je le vois vraiment s'épanouir. Et je pense que ça illustre ce que tu dis, puisqu'il a été vers lui. Il n'a pas été vers ce qu'on voulait pour lui. Et en allant vers lui, il se découvre, et en se découvrant, il est beaucoup plus motivé. Et oui, je pense que ce que tu dis résonne beaucoup avec ce que je vois dans mon entourage direct. Mais moi, je trouve ça fantastique. Il assume qui il est, et mieux que ça, en fait, il en fait une force. Exactement. Et je suis convaincue qu'il va cartonner, parce qu'on a tellement besoin de voir les choses autrement aujourd'hui. Parce que quand on regarde la façon dont elles ont été regardées et ce qu'on a fait, évidemment, il y a des choses aussi, qui sont exceptionnelles. Mais on a quand même besoin un peu de repartir from scratch. Et donc, je trouve que ce qu'il va apporter est précieux, très certainement. Ouais. C'est un concept que j'ai beaucoup vu dans les pays anglo-saxons qui s'appelle le true self, le vrai soi. Et j'y crois beaucoup, pour plein de raisons, mais j'y crois beaucoup. On fait un peu de futurisme ? Allez. Donc j'ai posé sur la table, on est dans un double format audio et vidéo, et donc il y aura quelques photos d'illustration. Donc j'ai posé sur la table 2-3 trucs marrants. Alors, évidemment, un casque Oculus de réalité augmentée, virtuelle, un robot de téléprésence qu'on a testé juste pour illustrer le sujet. Tu as dit que les 20 prochaines années allaient être bouleversées et bouleversantes. On s'accorde pleinement là-dessus, puisqu'on est face à des technologies de disruption, et pas que les IA génératives, également dans l'informatique quantique, qui va ouvrir des capacités de calcul inouïes. La première question que j'ai envie de te poser, c'est: est-ce que tu penses que
le dialogue humain sera toujours au cœur des échanges marchands dans 20 ans? Est-ce que tu penses que les humains vont continuer à faire du commerce avec les humains, ou est-ce que tu penses que les machines vont faire du commerce avec les machines et qu'on va se retrouver progressivement écarté à une part congrue des échanges dans nos sociétés? Alors, je pense que l'intelligence émotionnelle, les émotions resteront effectivement quelque chose de purement humain. Même si on pensait que la parole, les émotions, les pensées, etc., ne seraient jamais, que l'IA, l'intelligence artificielle, ne pourrait jamais en fait aller sur ce terrain-là, et on sait aujourd'hui que c'est faux. Et on sait par ailleurs que la data émotionnelle est un énorme marché qu'on pourrait appeler l'or noir. En tous les cas, on va beaucoup en entendre parler ces prochaines années. C'est un marché qui est très lucratif puisqu'en fait, il est estimé à 45 milliards de dollars à 5 ans. Donc, c'est vraiment... Et ça, c'est un sujet que tu connais très bien parce que c'est ton dada. Hein. Tu as écrit là-dessus, tu as travaillé, alors je ne vais pas dire milité, mais tu as travaillé fortement là-dessus du temps où tu avais encore tes responsabilités chez Iliad. On se voyait, on parlait de ça beaucoup. Et donc, tu penses que oui, tu penses que l'humain va rester au centre du réacteur des échanges marchands? Oui, différemment. Mais il va rester effectivement. Je pense que, tu vois, on a déjà ce qu'on appelle des mix dans nos métiers d'expérience client, des mix homme-machine. Je pense qu'effectivement, la machine, l'IA, traitera jusqu'à 70% des interactions et qu'on aura 30% d'interactions qui, elles, seront vraiment basées sur l'émotion et sur la richesse qu'un échange entre humains peut avoir avec des contacts qui ont été... évidemment hautement qualifiée par l'IA. Et l'IA transmettra au moment où elle ne pourra plus en fait répondre aux besoins. Et je pense même que ce serait un choix stratégique, même si l'IA, à 5-10 ans, était capable de tout gérer, de laisser effectivement des interactions humaines. D'une part parce qu'on en a besoin, hein, sinon on risque de mourir ou de s'appauvrir, il y aura forcément des biais à ce type de situation. Donc je pense que les marques qui vont travailler en fait leurs promesses émotionnelles sont les marques qui vont gagner cette bataille, je pense même à court terme. Donc évidemment, moi je suis l'auteur de l'expérience client, une histoire d'émotion. Je suis une adepte de la symétrie des attentions, donc pour moi c'est tout aussi important de soigner l'expérience collaborateur que l'expérience client. Et donc on va avoir besoin d'être beaucoup plus attentif aussi à l'expérience qu'on fait vivre à nos collaborateurs dans un monde du travail qui va être bouleversé avec des angoisses liées à est-ce que demain je serai encore au même endroit. Donc il va falloir accompagner tout ça, mais je trouve que c'est passionnant et que globalement, si on se dit qu'on est sur un mix 70, 30, 30 pour l'humain, on sait aussi que beaucoup de collaborateurs, de collaboratrices dans nos sociétés vont changer de job. Donc, il va falloir, moi je les appelle des dompteurs de bots, mais des contrôleurs d'IA. On va avoir des gens qui vont être responsables d'un parcours, d'une IA, qui vont surveiller effectivement ce qui se passe. Donc, il va y avoir plein de choses assez intéressantes et de rebond pour ceux qui le souhaitent, quoi. Donc ça, c'est le cœur de l'activité de Via Dialogue. Et donc, on fabrique ces outils et on adresse les clients, hein, qui sont les directeurs de la relation client et les grands centres de la relation client. Évidemment, on les accompagne dans cette hybridation, dans la manière de faire cohabiter des intelligences artificielles et des intelligences humaines, biologiques. Je pense que je partage ton chiffre sur les 70% qui vont être automatisés, puisque finalement, l'aptitude humaine dans le champ de l'empathie, dans le champ de la diplomatie, dans le champ du commerce est difficilement égalable. Alors, il y a Facebook qui a sorti récemment une IA, un modèle de jeu dans le domaine de la diplomatie. C'est quand même assez étonnant de voir ce qu'ils ont réussi à simuler. J'ai envie de te poser une autre question parce qu'on a posé un casque de réalité virtuelle. Est-ce que tu crois à ces mondes-là? Est-ce que tu crois à ces multivers? Est-ce que tu crois que finalement, on va délaisser nos téléphones, on va délaisser ce monde 3D, physique, analogique qui nous entoure pour basculer dans un monde digital qui est un leurre? Est-ce que tu penses que ça va devenir grand? Est-ce que tu penses que l'industrie des biens virtuels va grandir énormément? Ou tu es un peu sceptique, dubitative? Déjà, penser que je n'aurai plus mon doudou près de moi, j'ai du mal à l'imaginer. Hein. Mon doudou, c'est évidemment mon téléphone parce que je suis connectée, pas H24, mais pas loin. Donc ça, j'ai du mal, moi, à me dire que je l'aurai plus demain pour autre chose. Mais peut-être que je trouverai autre chose d'encore plus addictif que mon téléphone.
Oui, je crois beaucoup à l'essor de toutes ces nouvelles technologies. On voit déjà une jeune génération qui préfère aller acheter des NFT que de s'acheter un jean neuf. Donc, ils vont mettre leurs petites économies et continuer à vivre en calbar à la maison ou avec un jean troué pour aller faire les courses. Donc, ça existe déjà. Ce qui pose aussi beaucoup de problèmes à nos commerçants actuels, notamment, je pense au textile, parce que j'ai ça en tête, mais c'est un vrai sujet. D'ailleurs, les centres-villes se vident des enseignes qui ont... Oui, il faut recréer en fait des lieux de vie, que les centres commerciaux sont en train de se métamorphoser et ça fonctionne. Les gens reviennent, il y a des taux de fréquentation qui parce que ça devient de l'expérientiel, et c'est pas que de la consommation. Oui, parce qu'on a besoin de ce contact. On en a besoin et voilà. Et après, ça peut. Voilà, il y a différentes méthodes de commerce aujourd'hui. Donc tu crois à la réalité virtuelle, tu crois au multivers? Oui, j'y crois. Moi, je suis pas une utilisatrice. Tu as pas été? Tu as été sur Horizon? J'ai fait plein de tests. J'ai fait des visites culturelles en VR. Mais vous n'aviez pas fait un système à un moment chez Free pour du recrutement? Alors, et de mémoire, il y a plus de 6 ans. C'est ça, je me souviens qu'il y avait eu... Et donc, en fait, c'était assez... C'était une boîte qui était dans le 2e à la rue d'Uzès ou quelque chose comme ça? Ouais, on l'avait directement dans nos bureaux, au sein de la direction de relations abonnés. C'est-à-dire que tous nos collaborateurs qui étaient onboardés avaient une séance en VR pour visiter l'immeuble en VR, découvrir les services en VR. Ah ouais, c'est marrant. Donc, c'était vraiment sur la partie onboarding. Et puis, on avait tout un chapitre sur les valeurs qu'on faisait en VR aussi. Et on avait tout le reste qu'on n'avait pas encore passé en VR, parce que ça reste encore assez cher, qu'on faisait en vidéo. Et moi, mon désir et un des trucs que je souhaitais développer, c'est de passer toute la formation, parce que quand tu es au téléphone, en chat ou en visio avec un client de la marque, tu ne vois pas ce qui se passe chez lui. Et surtout, quand soit tu déclenches une intervention de technicien sur une baie de brassage, dans un répartiteur, en tant que conseiller, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Et l'idée, c'était de pouvoir envoyer sur le terrain d'un point de vue virtuel nos conseillers qui étaient au téléphone pour leur expliquer comment toute la chaîne de valeur du SAV se fait réellement d'un point de vue opérationnel. L'immersion totale. Permettant de mieux comprendre parce que tu ne peux pas envoyer 7000 le collaborateurs impossible. En tutorat, mentoring sur le terrain pour comprendre sur une journée comment ça se passe, le câblage, le décablage, une opération de SAV, l'installation d'un point de mutualisation fibre optique, l'installation de la prise qu'on appelle NRO, nœud de raccordement optique, voilà. Et donc, tout ça, tu peux le faire en formation. C'est assez inouï. Tu gagnes de l'expertise. Parce que quand tu visualises et que tu comprends comment ça fonctionne, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est là, tu vois, où l'intelligence humaine garde une dimension infiniment supérieure. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il faut surtout garder le mot artificiel, oublier le mot intelligent. C'est très bête, hein. Et donc, on a une capacité à apprendre à partir de peu d'éléments qui est folle. Et donc, oui, tu peux former quelqu'un avec quelques images parce que tu vas lui montrer et donc il va se repérer, il va avoir une représentation 3D de ce monde et ça va lui rester comme s'il avait vécu. J'aime bien ton rebond parce que effectivement, contrairement aux capacités de l'intelligence artificielle qui ne réagit qu'aux données disponibles, parce qu'on est en deep learning, en machine learning, les humains ont, eux, la capacité d'imaginer, d'anticiper, de ressentir, de juger des situations qui peuvent être changeantes, là où l'IA, finalement, elle ne peut pas le faire. Ce qui nous permet à nous de passer de préoccupations à court terme à des préoccupations à long terme. Ça, l'IA n'en sera pas capable. Alors, parce qu'on fait de la prospective, je ne sais pas si tu as l'occasion de suivre Yann Lequin, donc, qui est un des pères de l'intelligence artificielle moderne, qui a été l'auteur des premiers réseaux convolutifs dans les années 90, qui est aujourd'hui le patron de FAIR, donc qui est le lab de Meta, Facebook. C'est un Français. Et qui a posé la question très récemment en disant mais on est à quelle distance, hein, on est à quelle distance des capacités postulatives, inductives, est-ce qu'on va réussir à faire des intelligences qui ont des chaînes de raisonnement, qui sont contextuelles, qui vont bien au-delà de ce qu'on a, parce que finalement ce qu'on a
c'est impressionnant. Je sais pas si tu connais ce terme que j'ai appris il y a pas très longtemps, qui s'appelle le psittacisme, hein, qui est la faculté des perroquets de simuler la parole. De répéter. Voilà, et donc finalement, ça m'a fait marrer parce que GPT, on a l'impression que c'est un nom d'oiseau, et en fait, oui, ça génère du texte et ça donne l'impression que c'est humain, alors que ça l'est pas, que c'est purement synthétique. Hein, c'est tout ça, c'est de la proba et de la stat. Dans 20 ans. Dans 20 ans, donc on sera en 2045, tu penses que nos sociétés vont continuer à consommer des biens de la même manière? Est-ce que tu penses qu'on aura chacun chez soi une imprimante 3D qu'on fabriquera les objets dont on aura un espèce de frigo intelligent qui nous fabriquera des éléments en faisant de la biologie de synthèse, ou tu penses que non, tout ça c'est Spoutnik et que finalement ça sera pas très différent de ce qu'on a aujourd'hui? Non, je pense que beaucoup de choses vont changer. En fait, ce qui m'interpelle, c'est l'accès à ces nouvelles technologies et aux inégalités dont on parlait dans un autre thème. Et donc, il ne faudrait pas que ces nouvelles technos ne soient accessibles que par une petite partie de la population. Donc, c'est peut-être encore une fois mon côté pas socialo, mais humaniste, de me dire si tout le monde en profite, c'est bien, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Les femmes vont voir leur charge mentale baisser parce qu'il y a un certain nombre de trucs qui vont être gérés. Moi, si mon frigo se remplit automatiquement, je trouve ça génial. Donc, non, il va y avoir, je pense, des choses qui vont considérablement aider. Ça va nous accompagner sur plein de sujets et ça, c'est merveilleux. Et après, il va falloir quand même qu'on reste un peu maître de tout ça, maître de nos expériences. Tu vois, j'aimerais pas que ça aille trop loin non plus, mais c'est peut-être parce que la vie que l'on connaît et qu'on apprécie, on aimerait que nos enfants puissent continuer à la vivre. Tu vois, j'aimerais pas que mes petits-enfants se fassent greffer des puces ou dans le cerveau, enfin, tout plein de choses qu'on entend aussi aujourd'hui. Tu n'aimerais pas parce que ça te paraît transgressif? Parce que ça te paraît transhumain? Ouais, transhumain. Enfin, moi, je trouve qu'il faut respecter la nature dans son ensemble et qu'il faut pas aller au-delà. Enfin, tu vois, on n'a pas été créé pour ça, sinon on aurait été créé autrement. Et donc, forcément, si on vient à nous modifier, il y aura forcément des conséquences à ces modifications. Conséquences peut-être sur la santé, sur la mutation génétique, sur plein de choses. Donc, c'est assez... voilà, mais après, je suis assez férue de ça, très attentive. J'ai plutôt envie on regarde 20 ans devant, ok, mais regardons 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Le véhicule autonome, il a quoi, 50 ans? Oui, certains, oui. Bon, moi, j'en ai toujours pas à la maison. Mm. Il n'y a toujours pas de réglementation pour ça. Mm. Second Life, c'était quoi? 2004. 2003. Ouais, 2003, 2004. Ouais. 2003, ça s'est arrêté, mais sans jamais s'arrêter en réalité. Hein. On a l'impression que le truc mais ça a continué à exister, mais tout le monde s'est dit, c'était il y a 20 ans. Bon, 20 ans. Et là, on parle de Web3, on parle de métaverse, on parle de VR, et donc on se dit qu'il y a encore du temps. Parce que autant il peut y avoir une population très aguerrie à ces nouvelles technologies, autant avant que l'usage ne devienne un usage collectif, il va se passer énormément de temps. Donc je pense que finalement, tout ça va peut-être s'auto-modérer par les pratiques. Oui, je comprends. Et l'accès. Oui, j'entends ce que tu dis. Avec toujours cette interrogation qui est cette fameuse courbe que l'on connaît, avec le creux, la vallée, et puis après ça remonte. Et finalement, la vitesse à laquelle ces nouvelles technologies deviennent pervasives. On a cité abondamment l'exemple de ChatGPT, le fait que ça a atteint 100 millions d'utilisateurs c'est une révolution. On appelle quelques mois. Donc, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est tellement digital, tellement interconnecté. Enfin, je veux dire, tu travailles dans une entreprise qui a fabriqué des réseaux de communication hertziens, optiques, avant filaires. Tu parlais du RTC, tu parlais des liens numériques qui existaient. Donc, ça va extrêmement vite. Je voudrais rebondir, notre entretien touche à sa fin. Je voudrais rebondir sur une note un peu plus personnelle parce que tu as parlé de la nature. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de parcours personnel. On a parlé de voilà. Il
Et puis les entrepreneurs ont une âme. Il n'y a pas que les musiciens ou il n'y a pas que les slaves. Les entrepreneurs ont une âme. Et on a également beaucoup de discussions là-dessus, puisque j'assume parfaitement d'être un juif traditionnel, d'étudier, de pratiquer nos fêtes, nos rites, et j'ai besoin d'une métaphysique autant que j'ai besoin d'une physique. Et donc je voudrais juste amener sur c'est un sujet qu'on partage. Parce oui, que, c'est un sujet qu'on partage beaucoup. Je suis croyante exactement. Et c'est des sujets qui sont passionnants aussi. Voilà. Et surtout qu'en tant qu'entrepreneur, on a également ce rôle social qui est très important, parce que finalement, qu'est-ce qu'on crée des emplois? Qui dit des emplois, parle de flux financiers qui permettent à des familles de vivre. Les entreprises sont censées être des lieux apolitiques, religieux, et c'est très important, surtout en France où la laïcité fait office de socle commun. Mais il y a quand même un champ qui est le champ de la morale et de l'éthique, des valeurs et de la vertu. En France, on a beaucoup d'entrepreneurs sociaux, pas au sens de socialistes, mais sociaux, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui se posent la question du bénéfice social de leurs actions, de l'emploi qu'ils doivent faire, de la richesse qu'ils créent, de la répartition de cette valeur. Et il y a une très jolie phrase que j'ai entendue dans un contexte où j'étais responsable d'une organisation qui œuvrait au dialogue stratégique entre Israël et la France, et qui disait que la France et Israël et quelques autres pays ont cette faculté, non pas simplement d'avoir un rôle dans le monde, mais de penser le monde. Et les entrepreneurs français, pour ça, sont souvent des grands précurseurs. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Citroën, mais il a été un des premiers à faire des dispensaires, à construire des logements sociaux. Et donc, Alors, moi, je connais plutôt ça de la famille Mullier. Et le premier qui a créé des logements sociaux, qui a inspiré le modèle ensuite, c'est Gérard Mullier. Exactement. Et donc, je voudrais, pour terminer cet échange... L'actionnariat salarié, c'est pareil. Tu voilà. vois, c'est la famille Mullier. Donc, effectivement, on a de très beaux exemples dans des grandes familles françaises d'entrepreneurs qui sont dans ce principe de partage des richesses. Et donc, je voudrais, pour conclure, que tu nous dises morale éthique dans les affaires, valeurs, vertus de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as envie de partager de ce retour d'expérience maintenant que tu as un moment où, je ne vais pas dire que tu es à l'apogée de ta carrière, parce qu'il y a encore énormément de choses à venir, mais tu as accumulé déjà pas mal d'expérience, et tu as envie de partager quoi quand tu regardes ces sujets? Moi, j'ai une règle de base qui est que je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, l'éthique, c'est quelque chose de très profond, de très personnel. Et donc, ça, voilà, c'est la base de mon éthique. Il y a quelque chose qui relève de la symétrie des attentions dans... Aussi, ouais, très certainement. Non, je pense que, les entrepreneurs, tu vois, on parle beaucoup de raison d'être aujourd'hui, d'entreprise à mission. Donc, je sens qu'il y a des convictions très fortes, mais j'ai l'impression que c'est assez inné chez les entrepreneurs. Tu vois, parce que tu pars effectivement d'une idée, mais tu veux changer des choses. Donc, c'est le point de départ. Après, il y a des gens qui sont droits en affaires, d'autres moins. Je pense que tu en as connu, j'en ai connu. Voilà, mais pour autant, mais c'est peut-être, on revient au côté un peu spirituel, c'est que forcément tu finis par payer ce que t'as pas fait de bien un jour et qui a pu, il peut y avoir des conséquences à ce que tu fais. Donc, je pense qu'on réussit quand on cherche pas à réussir et qu'on réussit quand on fait les choses correctement. Écoute. D'abord, vraiment, merci d'être venu. Je suis très heureux d'avoir inauguré cette série avec toi. On aura l'occasion de se revoir beaucoup et souvent, comme on l'a eu par le passé. Mais voilà, maintenant, c'est dans la boîte et on pourra le partager. Je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. J'ai pas trop de doutes parce que je vois ta fougue, ton ambition et puis ton esprit entrepreneurial et donc tous mes meilleurs vœux de succès. Plein de bonnes choses à toi aussi, take care. Merci. Merci de ton invitation. Beaucoup. Merci. Merci pour ce très bon thé, je reviendrai boire du thé. Avec grand plaisir. Merci Angélique.